avec Thomas. Pardon. Voilà. J'ai lancé le replay, le démarrage. C'est pas grave. Donc voilà, cette réunion sera enregistrée et cette formation sera enregistrée. Je vous laisse pas, je vais juste éteindre ma caméra, mais à la fin de la formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai toujours là et on peut discuter un peu. Mais en tout cas, je souhaite une très très bonne formation. Thomas, ton tour et voilà. Bon apprentissage. Merci Sonia. Alors bonsoir à tous encore. Je suis très heureux de vous voir un petit peu moins nombreux que d'habitude, mais c'est pas grave. Je suis très heureux que l'on fasse cette formation parce que c'est vrai, comme l'a dit Sonia, c'est une période qui est un petit peu lourde émotionnellement pour nous tous. Alors moi, je vais vous proposer de ramener un peu de légèreté tout en gardant une partie de sérieux parce que ça reste une formation. Mais on va faire ça dans la bonne humeur. On va se vider la tête pour mieux se la remplir avec des informations. Et on va donc pouvoir aborder les grandes étapes pour devenir un meilleur vendeur donc dans le multi-level marketing. Et en particulier quelques étapes donc, que je vais aborder que j'ai travaillé et que j'ai relevé parce qu'en effet, le cœur de votre métier, c'est la vente. Hein, je ne vais rien vous apprendre. C'est vrai que certains d'entre vous sont plus familiers avec la vente, vraiment le côté commercial. Il y en a qui ont peut-être déjà une expérience commerciale assez riche. Il y en a qui auront probablement moins de clés de la réussite autour de l'aspect commercial. Donc justement, je vous encourage déjà, premièrement, à toujours vous renseigner auprès de vos structures, vos parrains, vos marraines, parce qu'eux, ils peuvent aussi vous apporter beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à leur parcours pardon, leurs techniques et leurs expériences. Il faut en parler librement, c'est très important. Et donc aujourd'hui, j'ai regroupé quelques étapes clés, quelques points clés. Et je vais commencer déjà par vous mettre un petit peu dans le bain, parce que vous êtes aussi là pour travailler. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le meilleur vendeur en VDI? Qu'est-ce qui fait, selon vous, en quelques mots, qu'est-ce qui va vous caractériser pour vraiment réussir dans cet aspect vente auquel vous faites face tous les jours? Je vous laisse répondre dans le chat du Zoom avec quelques mots-clés pour vos réponses. En tout cas, moi, bien entendu, je vais vous apporter mes réponses. Ah, donc, je vois. Alors, Céline, à l'écoute des clients, un consommateur convaincu, souriante pardon, et sociable, c'est très important et c'est vrai qu'il faut souvent le dire parce que des fois, quand on est très concentré, on a l'impression qu'on omet un petit peu de garder cette bonne humeur, ce sourire. Être à l'écoute de son client, satisfaire le client. En effet, Fanny, ça c'est un point qui est essentiel dès le début du travail, donc on va dire qu'il est le travail commercial, d'être à l'écoute de son client, analyser ses besoins, comme on va en parler. Tester nos produits, Laura, c'est vrai que, particulièrement chez Faberlic, c'est très important de parler des produits, de les tester. Pascaline, les besoins du client, je l'ai dit juste avant, et c'est exactement ça. C'est vrai que les besoins du client, c'est primordial. Il faut se démarquer, aimer ses produits, parce qu'en effet, comme vous le dites, Céline, aimer ses produits, on est le premier vendeur, on est le premier acheteur. Donc, on retransmet ça de la meilleure des manières. Être sûr de ses produits. Le suivi client, Laura, c'est une très bonne remarque aussi. Donc, je vois que ça va. Vous êtes dans le bain là. Exactement, la fiabilité, en fait, tout ce qu'on peut transmettre, tout ce qu'on peut faire ressentir vis-à-vis du client. On dit souvent que le travail d'un commercial, justement, c'est très axé sur l'humain et on le voit beaucoup encore plus dans la vente directe. Donc, s'intéresser à son client, analyser, transmettre des émotions, faire transparaître le produit, tout ce qui marche par rapport au produit sur vous, ce que vous avez pu tester, vos retours. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Proposer des produits adaptés. Alors ça rejoint à l'écoute, exactement. Surtout quand on a une large gamme de produits comme chez Faberlic, quand même plus de 8000 références, hein, je le rappelle. Donc c'est très bien, vous avez en effet apporté beaucoup d'éléments de réponse. Je vois qu'on a affaire à des professionnels ce soir. Et en fait, moi je vais commencer. Donc j'ai quand même situé 7 grandes étapes qui ont été relevées donc, par certaines théories donc, que l'on va aborder ensemble, qui sont des théories un petit peu plus, mais assez légères, je vous rassure, sur le côté commercial et marketing, donc pour savoir faire vendre ses produits. Tout ça qui est ramené, bien entendu, sur le milieu de la vente directe, du MLM.
Donc, on va dire 7 grandes étapes avec certains mots-clés que vous avez cités qui vont directement rentrer dans ces étapes. Et on commence par la connaissance des produits. Alors, vous êtes quelques-uns à l'avoir dit. Je le répète, 8000 références chez Faberlic, c'est quand même énorme. Et il est indispensable pour un vendeur, d'ailleurs quel qu'il soit, de connaître parfaitement les caractéristiques techniques de ces produits. Parce qu'en effet, la vente directe permet directement d'évoluer dans un cadre qui est assez détendu en général, qu'on se détache de la vente traditionnelle en magasin ou l'aspect commercial dans une société. Là, on est vraiment dans des lieux qui vont être plus familiers. Donc, on parlait lors de la dernière réunion de la dernière formation des réunions à domicile. Là, on est dans des cadres, vous voyez, qui sont assez différents, on va dire, qui sont détendus, mais ça ne vous dispense pas justement de travailler en profondeur la connaissance des produits, et c'est pour ça qu'on y vient directement, parce que ce qui vous donnera de la crédibilité, bien entendu, aux yeux des personnes qui seront présentes lors de votre speech, lors de votre discours autour des produits, des valeurs de la société, bien entendu, et de plein d'autres choses, mais principalement des produits, c'est ce qui vous donnera une image professionnelle. Alors, vos arguments, ça doit être un véritable impact sur tout votre auditoire. Donc, que ce soit à travers des lives Facebook, que ce soit dans une rencontre, que ce soit juste pour parler de votre activité ou lors d'une réunion à domicile, vous pourrez donc vous devrez donc placer un maximum d'arguments, des arguments chocs qui vont vous permettre de convaincre tout votre auditoire, toutes les personnes qui sont face à vous, que les produits que vous vendez, les produits que vous souhaitez partager sont les meilleurs produits, ont les meilleurs rendus, ont les meilleures caractéristiques et ont des top composants, des spécificités qu'on voit d'ailleurs assez régulièrement dans les formations, dans les présentations des nouveaux produits. Et donc, à partir de là, vous avez fait une énorme partie de votre travail en tant que vendeur. C'est le travail bien fait d'avoir présenté les produits et du coup, c'est ce qui va faire augmenter logiquement vos commandes. C'est ce qui va aussi séduire des personnes qui pourraient être intéressées par le fait de faire du MLM, de rentrer dans votre structure. Ce qui est l'inverse quand vous ne connaissez pas bien vos produits, c'est que vous n'arriverez forcément pas à convaincre les personnes qui sont autour de vous, à les faire commander. Vous aurez une prise qui sera moins importante sur eux. Et donc, on risque donc de pas avoir envie d'acheter le produit, pas avoir envie de l'essayer. On risque de l'acheter, mais en toute petite quantité, parce qu'on a l'impression qu'on manque de confiance. Donc, il est absolument indispensable de connaître sur le bout des doigts ces produits, de les déballer vraiment de la manière la plus aisée, la plus simple possible pour vous. Et pour ça, il y a plusieurs outils que vous disposez déjà. Alors, l'outil essentiel dont possède Faberlic, bien entendu, c'est la plateforme. Donc, c'est d'abord le site qui regroupe énormément d'informations, qui regroupe toutes les références, excepté quand il y a quelques petits problèmes de numéro de référence, ce qui arrive parfois. En tout cas, ça, on est toujours là, je vous le rappelle, pour modifier ça ou ramener ça avec le service après-vente. Il y a aussi les catalogues produits dont on parle assez souvent, qu'on présente ensemble et qui sont des arguments, en fait, qui sont des supports que vous pouvez fréquemment utiliser, que je sais que vous utilisez d'ailleurs justement, parce que c'est des catalogues qui sont bien faits. Dans la majorité, c'est très important qu'ils soient bien faits. On a bien entendu les vidéos de présentation des nouveaux produits, des nouveaux catalogues et des offres spéciales auxquelles vous pouvez assister toujours sur Zoom de temps en temps avec Sonia et moi-même. Et donc, c'est vrai que vous avez aussi vous-même la possibilité d'approfondir et de peaufiner vos techniques par rapport aux caractéristiques des produits. De votre côté, déjà, on en a parlé, bien entendu, les produits, ils répondent à un besoin, ils réagissent à un besoin, ils réagissent à une cible. Et ce qui est bien avec Faberlic, c'est qu'on a une telle variété de produits que vous avez la possibilité de vous rabattre sur telle ou telle gamme par rapport à des besoins ciblés. Donc ça, c'est un gros avantage, mais ça peut aussi être une difficulté parfois parce qu'il y a énormément de références. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est… Excuse-moi, Thomas, ton slide est de travers. Excuse-moi, on ne voit pas bien ton slide. Ouais, merci. Là, c'est mieux? Ouais. Je ne sais pas si… Pardon. Hop. Donc, je repars. Pardon. J'espère que ça marche bien toujours. Et donc, voilà. C'est vrai que les réunions et les événements que vous pourrez organiser, vous pouvez aussi les travailler par thème de produit, par gamme de produits ou par ambiance, contexte que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire que, si je m'explique, il y a tellement de référenciers Faberlic que vous pouvez donc créer, comme on avait parlé d'ailleurs pendant les réunions à domicile, vraiment catégoriser vraiment une partie de produits que vous souhaitez présenter pendant un live, que vous souhaitez présenter pendant une réunion à domicile. En fait, tous ces points-là vont vous permettre de pouvoir vous préparer de la meilleure manière possible sur certains types de produits et de pouvoir vraiment approfondir.
Donc ça, c'est une petite technique de Wiki Thomas. Hein. C'est que, par exemple, vous pouvez cibler donc, ces produits, cibler les caractéristiques, donc par exemple la composition d'une crème. Vous voyez qu'elle est à base de mangue, et vous allez rechercher les spécificités, les atouts que la mangue peut avoir sur la peau, que la mangue peut avoir pour la régénération de la peau, la protection, que l'aloe vera qui compose le produit peut aider lors de la repousse, la cicatrisation. Voilà, ça c'est des points que vous pouvez appuyer, vous, en quelques recherches Internet, que vous pouvez vous noter, et que vous pouvez plus facilement aborder d'une manière où vous êtes le plus à l'aise, exactement comme je viens de le voir dans le chat. Donc voilà, pas d'inquiétude, il faut prendre le temps. Si vous n'avez pas le temps, je vous rappelle qu'aussi, moi je suis là notamment avec les présentations des nouveaux catalogues et de certaines gammes de produits régulièrement pour essayer de couvrir un maximum de produits en vous donnant déjà des spécificités, des caractéristiques que vous pourrez récupérer et retransmettre lors de vos lives, de vos réunions à domicile ou lors de vos échanges avec divers clients. Donc, dernier point, voilà, ne sous-estimez pas les produits, car bien entendu, c'est le gros atout que vous apportera Faberlic avec des produits de qualité et des gammes variées. Donc, voilà pour le cœur de la vente, qui est bien entendu la connaissance des produits. Là, on part dans la deuxième étape, une deuxième étape qui est scindée en 2 points, la partie A. Donc, la grande étape, c'est la planification et la rigueur. On en parle souvent en MLM, on en parle particulièrement quand il s'agit de vente, quand il s'agit de l'aspect commercial. Et bien d'abord, la partie A donc, correspond au fait de pouvoir se fixer des objectifs. Alors pour ça, c'est simple, je vous mets en avant un modèle que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le modèle SMART. Parce qu'en effet, alors donc l'un des premiers facteurs qui font échouer beaucoup de vendeurs, c'est de perdre son enthousiasme, alors que l'enthousiasme, c'est la clé dans notre milieu, parce qu'il y a trop d'informations, trop de complexité, trop d'efforts ou parfois trop d'échecs avec ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire le fait d'être submergé d'informations, submergé de produits, beaucoup trop de choses à gérer, et donc ça fait que l'on abandonne parce qu'on a l'impression qu'on va se confronter à une montagne d'informations, de montagne de choses à réaliser, et qu'on n'est pas fait pour fonctionner dans le milieu du MLM. Eh bien en fait, pas du tout, il suffit d'y aller pas à pas, de faire donc ce fameux step by step, d'y aller progressivement, et on réussit particulièrement mieux le démarrage dans le MLM et dans la vente, quand on arrive à adapter très tôt des stratégies qui se relaient, donc qui se basent sur des objectifs. Donc là, l'acronyme SMART, en l'occasion, c'est ce qui veut dire intelligent en anglais, c'est un terme mémotechnique qui va vous permettre, du coup, vous, en tant que vendeur indépendant, de construire ces objectifs intelligents qui vont vous permettre d'organiser votre planning, vos ventes, votre suivi, etc. Donc, SMART, S comme simple, ou la spécificité qu'on peut apporter à notre activité. M comme mesurable, pour mesurer l'efficacité de vos actions. A comme atteignable, et ce point-là est particulièrement important, je vais vous en parler après, donc pour préserver vos ressources et votre motivation. R comme réaliste, parce que c'est le temps que vous pouvez et que vous pensez pouvoir tenir, quitte à échouer, faire preuve de solidité face à l'échec, et pourquoi pas rebondir encore plus facilement. Donc le côté réaliste aussi de se dire que c'est jamais complètement simple, et justement il y a beaucoup de difficultés. Et T comme temporel, parce que toute action qui va s'inscrire dans un objectif doit être fixée avec une date de début, une date de fin, pour que vous puissiez vous y repérer dans vos objectifs. Donc quand on reprend un petit peu ces caractéristiques par rapport à la fixation des objectifs, donc dans le côté simple, spécifique du S, il s'agit en fait d'établir un objectif qui ne soit pas vague, qui ne soit pas trop général, mais plutôt précis pour vous, en particulier dans la formulation que vous allez vous en faire à vous-même, dans la formulation que vous allez vous faire sur votre petit planning, sur votre objectif. Ça doit clairement être lié à votre travail pour vous donner vraiment l'envie et la possibilité de réaliser cet objectif. Ça peut être par exemple vous contacter 10 nouveaux prospects cette semaine, vous dire que sur une campagne, vous allez planifier une à deux, enfin plutôt une réunion à domicile, et que vous allez réussir à contacter 3 autres, à en booker un avec sécurité. Ça peut être voilà, ces heures d'objectifs, parfois peut-être simples pour vous, mais il faut quand même se le fixer pour vous permettre de vous organiser. Et donc mesurable, donc M mesurable, pourquoi? Parce que là, on va plutôt travailler sur la quantité, la qualification de cet objectif, on va plutôt travailler sur la valeur, qu'est-ce qu'on va atteindre. Donc sans ce critère qui est très important à définir, il est impossible de déployer tous les moyens que vous avez en votre possession, que ce soit les outils, que ce soit le travail avec votre équipe, que ce soit les échanges avec votre parrain, votre marraine, ou tout ce que vous pouvez avoir à mettre en place pour la réalisation de l'objectif. Parce qu'en fait, cette mesurabilité, ça va vous permettre de vous dire, OK, ça, je peux le réaliser, ça me laisse 3 semaines, par exemple, pour réaliser mon objectif
par exemple, de grandir dans le plan marketing Faberlic. Selon quels moyens? Ben, je pense que les moyens qui me seront nécessaires seront un live Facebook que je peux me fixer déjà, une réunion à domicile, comme je vous l'ai dit, 30 emails, 15 emails de suivi relance par rapport à la précédente campagne. Voilà, c'est le côté mesurable, la quantité, la qualification de vos objectifs. Le troisième point, c'est atteignable. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on doit toujours garder en tête un objectif concret, possible à atteindre, pour éviter justement de baisser les bras. Donc là, ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez, compte tenu de vos moyens, vous pouvez le réaliser. Compte tenu de votre équipe, de votre structure et de votre disponibilité, vous savez que cet objectif, c'est quand même quelque chose que vous devez d'atteindre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la facilité de vous dire je fais comme chaque semaine, etc. Vous vous fixez un objectif. Donc, ça peut être plus 10% de plus, par exemple, que la campagne précédente. Par exemple, si vous n'avez pas réussi à réunir plus de 3 personnes lors d'une réunion à domicile parce que vous avez un cercle qui est assez réduit autour de vous, dans vos prospects chauds, dans votre cercle proche, vous pouvez vous fixer une réunion à domicile où il y aura 5 personnes en appliquant des objectifs mesurables, en appliquant cette technique d'un live, cette technique du bouche à oreille, d'une publication, d'Instagram ou de divers outils que vous aurez en possession. Donc ça, c'est ce côté réaliste que vous devez garder, mais malgré tout, un objectif qui est supplémentaire, qui est important. R, pourquoi? Donc le quatrième point, c'est relevant, relevant plutôt en anglais, pertinent, parce que l'objectif que il doit y avoir, en fait, il doit faire sens par rapport à votre activité, par rapport à vous-même. Par exemple, si vous souhaitez augmenter de 25% les personnes qui rejoignent votre live Facebook, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'en faire, mais vous souhaitez un peu grappiller du nombre de vues, grappiller du nombre de personnes qui se présentent, qui interagissent avec vous. Là, vous savez que du coup, vous vous êtes posé cette question, et la question, c'est donc, quelle est la raison de cet objectif? C'est ça. La raison de cet objectif, c'est ça. Il faut que ce soit un objectif pertinent pour vous, parce que vous vous dites, OK, si j'augmente ça de 25%, je prends contact dans le chat ou dans la conversation avec ces personnes-là, je peux engager ces profils-là sur mon profil Facebook, c'est un exemple encore une fois, il y a plein d'autres exemples, et vous pouvez vous dire, ok, ça me permet d'engager une conversation, d'avoir un premier contact, d'envoyer un SMS, d'envoyer un Messenger et de développer une fiche de contact client, par exemple. Donc c'est ce côté pertinent que vous vous dites, ok, je vois la finalité de mon objectif, il est pertinent, je vais réussir à l'atteindre parce que je sais ce qu'il y a au bout. Et le dernier point, pour finir sur cette slide, on est sur le côté donc, des délais, des dates butoirs. Parce qu'en effet, déjà, Faberlic vous propose des dates, c'est-à-dire qu'on fonctionne par campagne, comme vous le connaissez très bien, de 2 ou 3 semaines. Déjà, ça vous fixe déjà plus de facilité pour déterminer des objectifs par campagne. Et en fait, c'est très important de qualifier ce côté temporel. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez petit à petit délaisser vos objectifs et vous allez perdre en efficacité. En effet, tous les plans que vous allez adapter, par exemple en début de campagne, ça va vous permettre de vous dire que vous avez tel ou tel délai pour le réaliser. Encore une fois, pensez à ce planning dans votre tête parce que finalement, si vous l'écrivez, si vous le notez, vous allez vous dire, OK, mais en fait, je sais cette semaine, même si je prends du retard sur une journée, si je prends un retard sur 2 journées, à la fin de la semaine, j'aurai réalisé ça et ça me permettra d'avancer vers mon objectif final qui est d'avoir réalisé tant de ventes, tant de contacts ou de ramener tant de recrutement, par exemple. Donc voilà pour ce côté un petit peu théorique que vous avez peut-être déjà entendu. C'est en effet l'objectif SMART. Voilà. La deuxième partie de la planification et de la rigueur, ce sont les fichiers clients. Alors encore une fois, je vais vous poser une petite question parce que je sais que vous en avez entendu parler, bien entendu. Qu'est-ce que c'est selon vous ces fichiers clients et pourquoi sont-ils si importants? Je vous laisse encore une fois répondre dans le chat pour participer. Donc, n'hésitez pas à mettre vos retours parce que je suis impatient de voir aussi si on est bien sur la même longueur d'onde, ce que je pense être le cas. Est-ce que déjà, vous n'avez pas de difficulté pour comprendre voilà, les fichiers clients? Je vois que ça y est, ça Fanny, pour le suivi et connaître la satisfaction, exactement. Et vous savez quoi, Fanny, même le terme satisfaction, je ne l'ai même pas abordé dans cette slide, mais ça coule de source, en effet. Les connaître, exactement, c'est vrai. Conseiller sur les produits, oui, c'est vrai, le fichier client, ça va vous aider à plus pouvoir cibler vraiment les besoins et les produits. Les problèmes, Laura, c'est vrai que les problèmes, c'est un terme qu'on n'ose peut-être parfois pas aborder directement, mais en fait, il s'agit bien de répondre à un problème avec une solution. Et en effet, c'est quelque chose que recherchent les clients. Céline qui dit en effet, alors le suivi, ce qu'il apprécie, en fait, connaître finalement le client, savoir où il en est, le fidéliser. Alors, c'est exactement ce terme-là qu'on va aborder. C'est la fidélisation, pardon.
c'est un terme qui sera très important. Un questionnaire, Hélène, ben, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Un questionnaire par client, il ne faut pas que ça soit un questionnaire qui soit trop large aussi. Mais en effet, le terme questionnaire, c'est bien parce que c'est ce qui va vous permettre de cibler vraiment donc, ces fameux problèmes, ces fameux besoins que vous allez pouvoir aborder. Les anniversaires, Fanny, c'est vrai, c'est un très très bon point. Et là, on est dans quelque chose qui fait vraiment tout l'aspect commercial. C'est les petites attentions, c'est le fait de chouchouter les clients. Et les anniversaires, les dates d'anniversaire ou les fêtes, c'est vraiment le moyen de proposer des offres personnalisées. Fanny, c'est exactement ça. Il aime en effet qu'on le respecte, qu'on le connaisse. Donc là, vous avez tout bon. Milena qui rajoute fichier client, allergie, problème de peau. Alors là, on est en plein dans le sujet aussi parce que c'est vrai qu'on est sur beaucoup de produits esthétiques et que ça, c'est une particularité qu'on va avoir sur toutes les crèmes, sur tous les produits un peu dermato. C'est très important de connaître les allergies, de connaître s'il y a des effets psoriasis, c'est-à-dire répondre à un problème assez particulier, brûlure, peau trop sèche, fragilité par rapport à ces radicaux libres, donc tout l'extérieur, la pollution, voilà. Enfin, vous avez vraiment bien résumé. Je suis ravi d'avoir aujourd'hui autant de personnes motivées. En effet, la vente à domicile, c'est aussi un traitement personnalisé du client, comme je vous l'ai dit premièrement, et comme vous l'avez bien mis en avant dans le chat. En fait, les fiches clients, ça va vous permettre d'avoir ce chouchoutage, comme je vous le disais, de poursuivre ce contact privilégié que vous avez mis en place avec vos clients. En fait, ça va vous permettre donc de faire ce suivi qui va être efficace pour vous et pour le client aussi pour s'y repérer, et de mettre en place toute une méthodologie qui se base sur quoi? Sur le GRC, sur la gestion de la relation client. Et pour ça, pour réussir, il faut que votre gestion de la relation client soit réussie. Comment elle va être réussie? Vous l'avez cité en grande partie dans le chat. En fait, c'est le suivi qui va être important, c'est l'attention que vous allez apporter vraiment aux clients, parce que, comme dirait David Frey, ne pas effectuer le suivi des prospects et des clients revient à remplir une baignoire dont on n'aurait pas bouché le fond. En effet, c'est encore plus important actuellement, c'est encore plus d'actualité, la gestion de relations clients, c'est quelque chose qui va vous faire vous démarquer par rapport à la concurrence, par rapport à d'autres vendeurs, parce que si vous assurez vraiment toutes ces étapes-là, vous allez avoir en place une relation, mais vous allez pouvoir mettre en place une relation qui va vous permettre de fidéliser, c'est le terme qu'on a vu aussi, un client, et de pouvoir plutôt, du coup, se baser sur la fidélisation que d'avoir à faire trop de travail pour en trouver de nouveaux. En fait, c'est la raison pour laquelle la politique de fidélisation a pris autant d'importance ces dernières années dans la gestion de relations clients, parce qu'on se rend bien compte que de trouver des nouveaux clients, c'est extrêmement difficile, alors que de fidéliser, c'est du travail, mais ça sera du travail qui sera moins épuisant pour vous. Alors en effet, toutes les marques savent qu'il est donc maintenant plus facile de fidéliser les clients que d'en trouver des nouveaux, comme je viens de vous dire. Et c'est pour ça que les fiches clients sont vraiment une composante, en particulier dans la vente directe, qu'on peut aborder dans la grande partie de la gestion client, parce que l'objectif, ça reste bien de transformer un client ponctuel en un client régulier. D'une part, parce que du coup, ça va impacter vous, votre réussite, votre chiffre d'affaires, et parce qu'aussi, ce client peut devenir lui aussi votre meilleur ambassadeur, et parfois même votre futur recrue, comme ça vous est déjà arrivé aussi. Et donc, c'est un cas assez particulier, assez atypique de la vente directe. Et c'est pourquoi il est important de se fixer donc ces fiches clients. Et pour les faire, pour les réaliser, je vous donne quelques petits tips. Si vous en avez d'autres de vous-même, vous pouvez très bien les mettre dans le chat. J'encourage à tout le monde de participer dans le chat et aussi à lire les commentaires parce que je ne peux pas tout le temps avoir le temps de les lire. Donc, une étape qui peut être importante dans la gestion de ces fiches clients, qui va vous permettre de planifier et de vous attarder vraiment à cette fidélisation, ça peut être déjà le suivi client. Vous devez vous l'inscrire dans un emploi du temps. On parlait des objectifs mesurables SMART. La gestion du suivi client, dans votre semaine, dans votre campagne, vous devez impérativement vous fixer des dates, des journées, des après-midi, soit de mailing, de call, de messages qui sont vraiment dédiés au suivi client pour faire un petit peu le suivi de ces prospects, soit des personnes que vous avez eues récemment en réunion à domicile, soit des personnes que vous avez eues par contact de contact qui sont venues à vous pour des questions, de la curiosité. Et donc, ça va vous permettre de garder cette régularité si vous vous l'imposez, de garder cette régularité et de le travailler particulièrement. Donc, ça doit vraiment faire partie de votre planning hebdomadaire en tant que vendeur, vente directe. Et donc, les fiches clients, je sais que chacun a un petit peu
sa manière de les faire. Vous pouvez trouver aussi des modèles facilement sur Internet. En tout cas, sachez que ça sera vraiment vous qui vont les remplir. Donc, c'est vraiment important que vous soyez à l'aise avec ces fiches clients. Alors, vous pouvez vous baser sur quelques points qui sont vraiment essentiels. Déjà, tout d'abord, les coordonnées postales, numéro de téléphone, mail, forcément nom, prénom, ça c'est des choses banales, c'est obligatoire. Les commandes aussi, si elles sont effectuées pour faire le suivi des commandes, des dates de livraison, ça va vous permettre de pouvoir garder vos prospects, vos clients toujours au courant. Les dates d'anniversaire, on en a parlé juste avant, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler, parce que c'est ces petits moments justement personnalisés qui vont vous permettre de vraiment créer cette relation. La situation familiale, ça va vous permettre directement de comprendre un besoin auprès d'un couple, si c'est un couple avec plusieurs enfants, si c'est une personne seule aussi, si c'est des personnes mariées, l'âge aussi, tout ça va avoir un impact en fait sur ce que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Et c'est pour ça que ces fiches clients, ces questionnaires, comme on en a aussi parlé juste avant, sont extrêmement importants parce que ça va vous permettre aussi de fixer, par exemple, le nombre de participants que vous allez avoir aux réunions. Vous allez pouvoir relever des doutes, des réticences par rapport aux produits. Vous allez pouvoir faire des évocations positives, c'est-à-dire que vous allez directement pouvoir cibler des types de produits. Je viens de voir dans le chat qu'on envoie des échantillons. Ça, c'est bien aussi pour faire le suivi des échantillons, pour voir les retours des personnes qui ont reçu les échantillons, c'est très important. Donc voilà, ces fiches clients, ça va vous permettre de vraiment juger toutes les informations qui sont utiles, pertinentes. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps de les faire si vous avez l'habitude de les faire. Si vous n'avez pas l'habitude de les faire, je vous encourage à déjà, si vous avez des doutes et des appréhensions, à ne pas hésiter à poser des questions dans votre structure pour mettre ça en place. Et après, à vous habituer, parce que finalement, ça va être un coup de main que vous allez vraiment prendre rapidement et qui sera extrêmement important pour vous. Je me permets aussi de citer 2 points qui sont importants que j'avais abordés pendant la partie réunion à domicile, la formation qu'on a fait la dernière fois. C'est souvent aussi utile de garder ces prospects chauds, ces contacts chauds, de les fidéliser, de les remercier en fait par rapport aux réunions auxquelles ils ont assisté, de les remercier par rapport à la disponibilité, au fait qu'ils soient impliqués. Voilà, il faut toujours penser à remercier ses clients, c'est très important, c'est pour ça que je fais un petit aparté là-dessus. Et l'autre point qui est important aussi, c'est la communication. Je vous en ai parlé par rapport au fait de noter des dates de commande, de livraison. S'il y a des retards, s'il y a des articles indisponibles, ce qui peut être en ce moment un peu le cas vu la situation qui est compliquée, en fait, le fait d'avoir toutes ces cartes en main, cette organisation de faire le suivi des clients, vous pourrez être d'abord préparé à faire face à tout type de situation, et notamment ces situations-là où vous ne voulez pas être dans la barre, vous ne voulez pas que le client comprenne que vous soyez bloqué face à un problème qui est extérieur, qui n'est pas de votre faute, parce que ça arrive par rapport aux livraisons, c'est des choses qui arrivent même assez souvent. Mais en fait, ça va vous permettre de devancer l'inquiétude, les interrogations de vos clients et de vous permettre de devancer toute cette manifestation qui va pouvoir avoir lieu. Donc, c'est pour ça que garder le contact, communiquer par email, par numéro de téléphone, il y en a qui préfèrent appeler. Je sais qu'il y en a qui aiment moins bien appeler aussi, qui préfèrent chatter par Messenger. Voilà, ça, c'est vraiment cette communication particulière qu'il faut transmettre, mettre en place. Et ça va vous permettre vraiment de remercier pour une commande, souhaiter joyeux anniversaire, des vœux, des fêtes. Voilà. Après, bien entendu, je vous dis ça, mais il ne faut pas aussi en abuser. Il ne faut pas non plus harceler vos clients. Il ne faut pas qu'ils se sentent étouffés. Donc voilà. Après, c'est à vous de trouver la juste mesure en fonction de l'application qu'ils ont. Donc voilà. Et le dernier point qu'on peut aborder, c'est la persévérance. Alors, la persévérance, elle rejoint le côté être joignable, le côté d'être disponible, parce que vous le savez, en tant que vendeur dans vos structures MLM, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail et beaucoup de disponibilité. Plus vous voulez grandir, plus vous voulez évoluer, plus vous avez besoin d'être joignable et disponible. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et il faut aussi être très réactif. Il faut répondre quand même assez souvent aux messages parce que des fois, on risque de perdre des clients, perdre des prospects qui pouvaient être chauds justement à ce moment-là. Donc la persévérance, voilà, c'est la persévérance dans le sens construire cette relation client qui prend du temps. Il faut de la patience et il faut parfois plus d'une action de suivi. Donc il ne faut pas se décourager au bout d'une action, d'un appel qui n'a pas répondu, voilà, pas d'un SMS. Il ne faut pas harceler, mais il ne faut pas se décourager. Et c'est le juste milieu qu'il faut chercher, vous, dans ce que vous avez réussi à établir dans le contact. Si vous avez pu les voir en face, les personnes, c'est encore plus facile pour vous permettre de les comprendre, de les appréhender plus facilement. Donc voilà, c'est vrai que vos prospects doivent se rappeler, vous devez les marquer, ils doivent se rappeler que vous êtes là. C'est à vous de les rappeler. C'est pas à vous de leur faire des reproches s'ils ne sont pas assez réactifs, mais c'est bien à vous de rester là, disponible pour eux. Et donc, si on résume, cette méthode, elle possède plusieurs avantages. Le fait de répondre mieux aux besoins des clients, alors que comme on a parlé justement dans le fait d'être un très bon vendeur, le point essentiel, c'est d'analyser les besoins des clients.
c'est de trouver plus de sujets de discussion aussi durant les réunions, durant les échanges, parce que comme ça, vous ne perdez pas le fil, vous n'avez pas ces fameux blancs que vous souhaitez éviter. Vous saurez faire en sorte que tout le monde soit plus à l'aise, plus détendu. Ça, c'est très important parce qu'on veut garder ce milieu convivial. Et vous augmenterez, bien entendu, le nombre de produits vendus, le nombre de commandes, le nombre de gammes que vous allez pouvoir faire découvrir. Et en plus de ça, un point qui est important aussi, c'est le recrutement des hôtesses. Vous allez plus facilement trouver des hôtesses ou hôtes qui vont vous permettre de réaliser des réunions à domicile. Et on sait que les réunions à domicile, ça marche bien. Donc voilà par rapport à la réunion, par rapport aux objectifs dont on peut parler juste, dont on a ciblé juste avant. Développer sa clientèle, bien entendu, quand on parle d'un aspect commercial, on parle de la prospection. Alors, je vais pour la plupart pas vous apprendre beaucoup de choses par rapport aux zones, aux cibles que vous avez autour de vous. On a ces fameuses 3 zones qu'on parle souvent en vente directe. Ce qui marche le mieux, ce qui marche toujours le plus facilement, c'est ce premier cercle, ce cercle chaud, ce cercle proche, c'est l'entourage, la famille. Puis on essaye d'élargir le cercle quand on a fait le tour pour pas trop embêter sa famille non plus. On a les connaissances, que ce seront plus des personnes que vous allez croiser de temps en temps, des collègues, des amis d'amis. À ce moment-là, on va vraiment élargir le cercle. Et enfin, et c'est le point le plus difficile dans la prospection, c'est la 3e zone à cibler, ce sont les inconnus, ce sont ce qu'on appelle les prospects froids. Alors ça, c'est particulièrement difficile à aller chercher parce que quand on parle voilà, de la gestion de la relation client, de l'aspect organisationnel que vous devez mettre en place, en fait, dans la logique des choses, pour fidéliser des clients, il faut déjà réussir à mettre la main sur ces clients, il faut déjà réussir à remplir vos fiches clients et les réaliser très sérieusement. Et donc, il faut prospecter régulièrement. Même si vous arrivez à bien les fidéliser, il y aura toujours une petite partie de prospection auquel vous devrez faire face. Donc, parmi ces 3 cercles, comme je vous l'ai dit, c'est souvent celui qu'on peine à avoir, le 3e cercle. C'est la zone pourtant qui est la plus intéressante. C'est la zone de prospection qu'on appelle une zone de prospection illimitée parce que par définition, elle est indéfinie. C'est-à-dire que c'est des personnes que vous allez pouvoir aller chercher par une bonne communication, par une bonne utilisation des outils de vente ou par un moment opportun où vous allez pouvoir créer un contact avec les personnes que vous n'avez vraiment aucun contact au préalable. Donc, c'est ça qui va vous faire gagner des nouveaux clients, de trouver des nouveaux interlocuteurs qui vont être des bons interlocuteurs parce que c'est la première fois qu'ils mettront le nez peut-être dans la vente directe, qu'ils entendront parler de Faberlic ou qu'ils entendront parler du concept du MLM, qui seront peut-être même intéressés assez rapidement pour en faire partie. Voilà, après, ça, c'est vous qui êtes face à eux. Et donc, quand on parle de contacter ces prospects froids, en fait, cette expression, elle englobe tous ces contacts qui font partie un petit peu des catégories comme par exemple les parents d'élèves. Si vous avez des enfants à la sortie des écoles, vous échangez 2 mots, qu'est-ce que vous faites dans la vie, voilà, hop, on met le contact directement, 2-3 mots-clés, je fais ça, je fais ci, oh, c'est intéressant, et puis là, on engage la conversation. Des associations, si vous êtes dans des associations ou si vous avez déjà participé à des réunions d'associations, des clubs sportifs, c'est vrai qu'on fait souvent des rencontres via le sport, donc ça c'est toujours important, intéressant. Et bien sûr des contacts sur la toile. Alors comme je vous le disais, ça a explosé, et ça on le dit tout le temps, le digital, ça reste un des moyens pour toucher les prospects froids qui est le plus utilisé. Alors, en quelques points, c'est les petites icônes que vous voyez sur la droite. Comment élargir cette zone de prospection? Eh bien, encore une fois, je vais vous parler d'un calendrier et ça va faire partie, ça va rejoindre l'organisation et l'objectif. Dans tous ces calendriers dont j'ai parlé avant, ces plannings, il faut aussi se caler un calendrier de prospection parce que pour prospecter, il faut une bonne organisation. C'est vraiment la clé de la réussite pour la vente directe particulièrement parce que chaque semaine doit être planifiée afin de pouvoir vraiment répondre aux impératifs de votre profession finalement, c'est-à-dire planifier de nouvelles ventes, réserver un créneau de prospection de relance client par web, via votre réunion à domicile, par téléphone, remercier vos contacts, recruter des nouveaux hôtes. Tout ça, ces 4 points-là, c'est vraiment en fait le planning qui va être lié à vos prospects. Donc, c'est également vraiment indispensable de noter tous les temps forts commerciaux de l'année. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte dans vos programmes et vous pouvez voir facilement les événements qu'il y a sur le calendrier, des rentrées scolaires, des vacances, de Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, tout ça, c'est des périodes que vous avez déjà l'habitude de choisir, mais qu'il faut particulièrement travailler dans votre prospection, justement. Ensuite, le deuxième point, ça va être l'entourage. On le dit, l'entourage dans les prospects qui sont plutôt chauds, mais aussi par vos proches, vous pourrez agrandir via leur réseau, bien entendu, votre réseau à vous. C'est-à-dire que vous pouvez leur demander d'inviter tel ou tel ami de la famille, leur expliquer la réunion à domicile, notamment ce que je vous avais dit la dernière fois. Hein. Les autres, c'est comme ça qu'on les démarque, comme ça qu'on les trouve.
Et donc de prendre l'exemple sur quelqu'un qui a entendu parler de la réunion à domicile et qui va dire j'ai envie de participer, ça va être sympa, je sais que vous avez organisé telle ou telle chose, je ramène 3-4 personnes avec moi. Pour vous, ça c'est pardon, c'est génial. Ça vous permet d'élargir votre cercle très rapidement et très facilement. C'est pas toujours aussi facile malheureusement. Céder des commerçants. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu passer dans une conversation, particulièrement pendant les fêtes, où je me souviens plus qui c'est qui m'en avait parlé particulièrement, qui disait qu'elle avait l'habitude de déposer une petite fiche, un catalogue dans les commerçants où on voit qu'il y a pas mal de passages, pour expliquer en quelques mots, voilà, ce que c'est finalement, voilà, ce que c'est de, je vois même, j'en ai même vu qu'il y avait disposé les produits chez les commerçants. Donc voilà, il faut aussi savoir s'aider de ces personnes, ces surfaces physiques, ces personnes qui peuvent vous aider, qui sont notamment les commerçants. Donc on pense à des cartes de visite, on pense à des supports que vous pouvez vous imprimer de votre côté, travailler. Et à proximité de chez vous, vous allez un peu faire ce qu'on appelle une zone de chalandise. C'est une zone vraiment où vous allez avoir la population qui va transiter. Donc vous savez que c'est une rue commerçante particulièrement. Et là, vous allez vous dire, OK, ben alors vous proposez ça aux commerçants et en échange, vous pouvez avoir quelques petits cadeaux, quelques goodies, voilà. En tout cas, ce point-là, c'est important de ne pas faire n'importe quoi parce que tout ce que vous allez transmettre aux commerçants, ça vous représente vous en tant que représentant de la société, en tant que vendeur. Il faut vraiment soigner cette partie-là parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très important. Voilà, c'est le petit aparté. Quatrième point, les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous en parler dans les grandes lignes parce que on va avoir une prochaine formation qui s'appellera les outils et la vente directe et il y aura particulièrement les réseaux sociaux. En tout cas, on parle bien entendu de Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. C'est vrai que de nos jours, les réseaux sociaux, ils ont pris une part incommensurable dans le business. Et c'est incontournable pour développer sa notoriété en ligne, comme je vous l'avais dit, et par conséquent, conquérir, capter de nouveaux clients. Et c'est vraiment maintenant une part à part entière du marketing relationnel parce que c'est devenu tout un art de pouvoir créer une relation via des réseaux sociaux, via une façade digitale qui est beaucoup plus froide historiquement. Et en fait, particulièrement aidé par le Covid, c'est vrai que tout ce qui était réunion à domicile a été mis de côté. Maintenant, on a beaucoup plus de live Facebook, beaucoup plus de vidéos de promotion. Voilà, c'est vraiment des réseaux sociaux, ça vaut vraiment de l'or. Mais il faut savoir les appréhender et il faut savoir bien se présenter dessus. Et ça, c'est un des points qu'on abordera lors d'une prochaine formation notamment. On a aussi la possibilité de créer un site internet. Alors là, ça demande beaucoup plus de travail, mais ça peut être aussi des sites internet. Maintenant, il est devenu assez simple d'en créer. Je me souviens aussi d'une consultante qui m'avait montré son site, qui s'appelle Aurélie, que vous connaissez, qui m'avait montré son site à l'époque. C'est la vitrine aussi d'une marque, c'est la vitrine d'une entreprise, un site internet finalement, et c'est ce qui vous aide aussi à avoir ce retour qui est commun aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les deux sont liés en fait. Les gens qui vont se renseigner sur vous vont passer par le site internet. On a les réseaux sociaux qui vont transiter via le site internet. Enfin voilà, les deux sont parfois très communs, très recommandés d'être développés à deux, mais c'est vrai que l'inconvénient du site internet, c'est que c'est quand même du travail, c'est parfois de l'argent aussi, même si c'est possible de faire des WordPress maintenant, c'est des types de sites qui sont assez simples, mais c'est quand même du boulot, il faut une certaine sensibilité, du coup, c'est pas forcément tout le temps la solution la plus simple. Et enfin, le dernier point, c'est continuer à se former à la prospection. C'est vrai qu'en fait, il faut toujours être dans les lignes, en fait, toujours être dans les lignes de la prospection, de l'aspect commercial. Il faut toujours savoir être dans le move, comme on dit. Et donc, ça fait partie du fait de s'informer, de se former et de se tenir au courant des nouveautés. Donc, ça, c'est le dernier point. Donc voilà, par rapport au fait de pouvoir développer sa clientèle, quelques outils organisationnels que vous pouvez mettre en place. Et j'espère quelque chose auquel vous n'avez pas pensé ou en tout cas vous n'avez pas encore osé utiliser. N'hésitez pas à aller travailler suite à cette formation ou à en parler à vos structures. Le quatrième point, c'est soigner ses apparitions. Alors, l'aspect commercial, historiquement, on a l'habitude d'avoir ces commerciaux en costume ou ces femmes aussi qui sont très bien habillées, maquillées, qui en fait représentent les sociétés, donc qui ont ce besoin d'avoir une apparition soignée, une facilité déconcertante à parler, à trouver les mots. Voilà. Bah, en ce qui nous concerne, on ne va pas forcément avoir besoin d'aller aussi loin dans le sujet, mais par contre, comme vous allez avoir à faire des réunions physiques et une visibilité aussi digitale où on va vous voir, on va vous observer, en fait, c'est vrai qu'il est très important de savoir soigner ces apparitions. Alors là, il y a beaucoup de points que j'ai en fait relevé par rapport au fait de notamment faire des présentations PowerPoint. Moi, j'ai par exemple l'habitude souvent de faire des présentations PowerPoint. Et lorsqu'on présente des PowerPoint, c'est très important d'avoir pas mal de points qu'il faut soigner. Et c'est notamment donc, ces fameuses apparitions en général.
Et donc, c'est vrai que les consommateurs qui vont se tourner vers la vente à domicile, vers la vente directe, ils ont besoin d'un contexte d'achat qui est intimiste. Le terme vraiment qui est adapté, c'est intimiste parce que vous allez créer encore une fois cette atmosphère autour des produits, autour d'eux. Et par conséquent, la relation que vous allez mettre en place avec vos clients doit être particulièrement axée sur l'humain, sur le partage, sur la détente, sur le côté d'être souriant, le fait d'être souriant comme on en a parlé aussi avant. Ça va vous permettre de mieux présenter vos produits si vous ne négligez pas la présentation de ces produits et si vous ne négligez pas la manière dont vous présentez ces produits. Et la commande finale, elle peut se jouer sur ces petits détails-là. En effet, si vous êtes dans une atmosphère très détendue, souriante, agréable autour de petits gâteaux et de café, là, vous allez vous rendre compte que tout simplement, les personnes vont se sentir bien, elles vont commander. C'est un exemple. Mais donc, en tout cas, que ce soit par voie digitale ou voie physique, voici quelques points que je vais aborder de façon assez résumée. Notamment, le premier point qui va être, par exemple, utiliser le support avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je parlais des PowerPoint. Moi, par exemple, je suis assez à l'aise avec les PowerPoint parce que j'ai l'habitude d'en créer. Pour vous, vous pouvez utiliser des PowerPoint en réunion à domicile, mais si vous êtes moins à l'aise, vous pouvez utiliser d'autres supports. Vous avez des lives, vous pouvez mettre en place une disposition avec un live Facebook où vous êtes dans une pièce que vous avez aménagée parce que vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir aménagé cette pièce à la manière des produits que vous souhaitez vendre pour l'atmosphère, par exemple. Voilà, c'est un exemple, mais en tout cas, c'est pour vous dire que vraiment, vous ne devez pas vous forcer à travailler sur le support parce que ça va se ressentir, ça va se voir, mais plutôt vous adapter et vous dire, OK, ce support-là, il me correspond bien. J'ai l'habitude peut-être d'être en physique, de travailler de cette manière-là. Du coup, je vais appuyer sur ce point-là. Bien présenter la société. Ça, c'est très important. La première formation qu'on a réalisée, qu'on a partagée ensemble, c'était sur la société, parce qu'il faut bien entendu la connaître, anticiper des questions, il faut bien présenter Faberlic, il faut bien savoir en parler. Hein. C'est encore plus délicat actuellement. Donc là, mais vous avez quand même l'opportunité de pouvoir bien présenter la société, parce qu'il y a tellement de points forts aussi sur lesquels vous pouvez rebondir, vous pouvez détourner des questions à votre avantage si vous avez bien préparé votre focus sur la société. Donc voilà, ça c'est des outils qui sont extrêmement importants. C'est la présentation d'activités ou de fiches de société que d'ailleurs je vais travailler pour vous d'ici peu. Donc ça c'est un outil que vous aurez peut-être besoin aussi. Bien expliquer l'agenda, c'est-à-dire le but des présentations que vous réalisez, que ce soit pareil encore une fois par digital ou par physique, il faut annoncer dès le début la couleur, le but de cette présentation, le déroulé, les articles que vous allez souhaiter présenter et pourquoi. Ça va vous permettre aux auditeurs de savoir quelles questions ils pourront cibler, quelles questions ils pourront aborder. C'est en fait indispensable pour éviter déjà tout malentendu, savoir vraiment se voir se faire entendre du début à la fin pour les gens qui souhaitent vraiment approfondir le sujet aussi à la fin. Donc voilà, dès le début, vous vous dites, je vais commencer par un petit briefing de l'agenda, c'est-à-dire, comme moi je le fais par exemple, les grandes étapes. Pourquoi aborder les grandes étapes de la vente? Pourquoi aborder les grandes étapes? Voilà, vous pouvez le faire facilement. Définissez 2 ou 3 messages clés maximum. Ça, c'est même quand vous présentez finalement votre activité. Vous devez garder, et vous le faites déjà peut-être, des termes clés en tête qui vont vous dire, OK, si je dis ces termes clés-là sur une phrase, peut-être 2 termes clés, la personne va me comprendre, elle va savoir où je veux en venir, et elle va directement pouvoir être attirée. En fait, c'est souvent une des raisons des échecs d'une présentation, c'est vouloir faire passer trop de messages. Ça devient trop compliqué, trop d'informations. Au contraire, il faut savoir mettre des messages dans votre présentation ou dans votre échange qui seront vraiment compris et assimilés. Et pour éviter ce problème, justement, je vous conseille de définir vraiment, avant de réaliser des présentations physiques ou digitales, les messages essentiels que vous souhaitez faire passer et de cibler différents messages par rapport à différentes présentations. Ça, c'est vraiment se dire, il n'y a qu'un seul message à faire passer, lequel serait ce message? C'est ce que vous devez vous poser comme question. Et après, vous devez donc rédiger 2-3 messages, 2-3 mots-clés qui vont vous permettre de vous dire, OK, ça va être compris et c'est ce que je souhaite, c'est que ce soit compris. Il faut aussi répéter, comme on l'avait dit lors des réunions à domicile, même si vous n'êtes pas en réunion à domicile et si vous ne vous sentez pas à l'aise, répétez, mettez-vous en conditions réelles constamment, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille. Ça va vous permettre de corriger vos erreurs, de vous répéter vraiment votre présentation. Et là, vous aurez votre argumentaire qui sera mais incollable. Vous serez incollable devant votre famille, vous serez incollable devant les prospects froids que vous essayerez d'aller chercher. Et donc ça, vous pouvez même vous filmer. Hein. C'est une alternative qui est souvent recommandée. Vous mettez votre téléphone, vous mettez enregistré et vous commencez votre discours. Et là, après, vous vous analysez. Vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise sur certains mots. Changez les mots. Faites comprendre les mêmes points, mais changez les mots, par exemple. Et enfin, vous avez aussi la possibilité donc de minuter votre intervention parce que les interventions trop longues ou trop courtes, ce n'est pas l'objectif aussi. Il ne faut pas que ça tienne parfois plus de 1 heure et demie, plus ou moins 10%, on va dire, par rapport à 1 heure. C'est ce qu'il faut se dire.
parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. Moi, vous voyez, souvent, j'ai du mal à tenir 1 heure, même si on démarre un petit peu tard au début. J'essaie de faire mon maximum, mais c'est pour ça que je parle vite. Mais en effet, si vous minutez vos interventions, vous vous dites que ça, et c'est pour ça que vous vous entraînez aussi, ça c'est rentré en 50 minutes, eh bien, dites-vous qu'en conditions réelles, ça pourra dépasser parce que vous allez prendre plus de temps, vous allez peut-être chercher parfois vos mots. Donc, anticipez ces présentations, réunions à domicile, anticipez le temps, parce que si vous allez faire un live, par exemple Facebook, je reviens souvent sur cet exemple parce que vous en faites régulièrement, si vous dépassez le temps, au bout d'un moment, les personnes vont être un peu gonflées d'avoir affaire à beaucoup trop d'informations. Donc voilà. Vous avez aussi la possibilité vraiment de personnaliser vos présentations selon vos interlocuteurs et votre contexte que vous souhaitez mettre en place. Ça, vous en avez déjà parlé avant, donc je vais aller rapidement là-dessus. Et ça peut être un lieu précis qui est choisi pour la présentation, un support précis, comme je vous en ai parlé juste avant. En tout cas, il faut vous dire que vous mettez en place un contexte, vous voulez que les personnes reconnaissent le contexte et vous voulez qu'elles se sentent à l'aise dans ce contexte. Et pour ça, il faut travailler ces petits points un petit peu personnalisés pour, encore une fois, chouchouter vos clients, vos nouvelles recrues ou vos hôtes ou hôtesses. Ensuite, très important dans l'aspect commercial, la gestuelle et l'expression du visage. Moi, j'essaye par exemple d'être le plus souvent agréable et de sourire, même si parfois j'y pense pas, et j'essaie de me dire que dans mon entraînement, par exemple, il faut sourire, il faut avoir une gestuelle ouverte. Je parle peut-être un petit peu trop avec mes mains, mais c'est le cas, c'est le fait d'avoir voilà, ce langage du corps, comme on le dit souvent, il est admis que pour la vente, notamment 80% de la communication est non verbale. Vos interlocuteurs, et surtout quand on est sur la façade digitale, ils vont passer beaucoup de temps à analyser vos gestes, vos sourires, votre position. Quand vous êtes en réunion à domicile, c'est encore pire. Et du coup, tout le sens de votre parole, de vos paroles et de votre gestuelle va apporter vraiment une plus-value sur votre discours. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir, comme on l'a dit dans le chat, je ne sais plus qui l'a dit, mais d'avoir une attitude positive, souriante, ouverte. C'est un point très essentiel par rapport à ça, parce que les gens vont vraiment le ressentir et se retrouver dans l'ambiance que vous souhaitez mettre en place. Donc faire ces gestes, aller vers la foule, à tout prix à éviter, c'est bien entendu les bras croisés, pardon, le doigt qui pointe une personne, croiser les jambes assis aussi, c'est non verbal, la communication non verbale qui est mal vue, serrer les poings, se mordiller les lèvres, se gratter la tête, c'est vu comme des signes de stress ou de mauvaise anticipation des questions parfois. Il ne faut jamais tourner le dos aussi quand vous êtes en réunion à domicile, bien entendu, à votre auditoire. Et il ne faut jamais aussi passer son temps à lire ses notes plutôt que d'être ouvert, quitte à oublier certains mots-clés, mais à avoir une conversation vraiment plus en place. Et bien entendu, le dernier point qu'il ne faut jamais faire, c'est secouer la tête pour dire non, parce que ça, vous comprenez bien que ça ne sera pas agréable pour les clients. Le point qui rejoint cette gestuelle, c'est le fait de faire vivre votre présentation. Il faut que ça soit plus qu'un monologue. Moi, je m'envoie dans des monologues en ce moment, mais il faut que les présentations soient assez vives et il faut rajouter une interactivité. C'est par exemple ce que j'essaie de mettre en place à travers les formations, c'est de temps en temps, il faut peut-être passer par des questions qui sont posées à votre auditoire. Et par exemple, et parmi vous qui a déjà testé ce type de crème, actuellement, vous faites comment avec ces produits dans votre salle de bain? Il vous en manque? Est-ce que vous arrivez quand même à survivre? Bien entendu, il faut que les réponses fassent avancer le discours, hein, dans votre sens particulièrement, parce que vous êtes en tant que vendeur. Et il faut éviter de vous piéger vous-même en posant des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre, parce que là, c'est tendre le bâton. Donc voilà, c'est pourquoi le plus simple, c'est parfois de faire une petite interaction avec même deux présentateurs. On en avait parlé dans la réunion à domicile. C'est par exemple ce qu'on fait parfois avec Sonia dans un live ou dans une formation. On interagit avec deux personnes, c'est-à-dire que la première personne fait la présentation et la seconde l'interrompt d'une manière polie et organisée pour lui poser des questions qui seraient dans le sens de la conversation et pour amener certains points, certains nouveaux points. Ça va casser le monologue, garder votre auditoire présent et concentré, et ça va vous permettre de vraiment, encore une fois, transmettre les informations. Et les deux derniers points, pour finir sur cette slide qui est quand même assez chargée, mais c'est très important. Le résumé, ce fameux résumé rejoint le suivi. Quand vous avez fait une réunion à domicile, quand vous avez fait peut-être même un live, vous avez la possibilité de mettre en place des replays, d'enregistrer des replays. Ça, c'est vraiment une plus-value qu'on a avec le digital. Vous avez aussi, par exemple, la possibilité d'envoyer des slides, les slides de vos présentations. Moi, j'essaie de faire des jolis slides, même si des fois, je manque un peu de créativité. J'essaie de faire des jolis slides pour vous imager vraiment les points, les contextes. Vous pouvez faire pareil si vous utilisez des présentations pendant vos réunions. Des supports papier que vous mettez un petit peu de temps à rédiger ou à écrire ou à réaliser sur ordinateur, mais que vous pouvez après laisser pour que, encore une fois, la personne qui est suivie, qui vous a écouté, elle garde une bonne touche, une bonne note, un support qu'elle peut garder pour elle et qui lui fera rappeler des bons moments de la réunion. Et le dernier point,
c'est ce fameux échange qui, même en dehors d'une réunion à domicile, est important, c'est-à-dire les questions-réponses. Encore une fois, c'est la dernière salve où vous allez pouvoir aller, encore une fois, chercher les derniers besoins, les derniers problèmes auxquels vous allez pouvoir répondre. Donc ça, c'est vraiment une petite séance de questions-réponses qui, au-delà des réponses et des questions générales, vous allez pouvoir vraiment poser les possibilités de continuer l'échange. C'est-à-dire que les personnes qui ne vont pas forcément oser poser les questions pendant la présentation, elles vont se dire ah ben, je vais la contacter après sur Facebook pour lui poser la question parce que je vois qu'elle était assez ouverte, ou je vais profiter de la réunion à domicile quand je vois qu'elle a un petit peu plus de temps libre pour aller lui parler des questions que j'ai par rapport à un produit. Voilà, ça c'est des effets systématiques des séances questions-réponses. Et encore une fois, j'insiste sur un dernier point par rapport à ça, il faut qu'elle ne soit pas trop longue. Parce qu'en effet, vous aurez le droit à un moment donné à une question qui tue, vous allez être bloqué, vous n'allez pas savoir quoi répondre et vous allez finir dans une situation qui va être un petit peu embarrassante où là, vous allez avoir laissé plutôt l'occasion à une dernière touche qui va être un petit peu dans l'incertitude pour vos clients et c'est vraiment pas le but recherché. Donc, pas faire durer trop longtemps. En général, c'est 5-6 questions max, 10-15 minutes pour un échange bien respecté. Le cinquième point, c'est là, on parle de méthode. Je vous en ai parlé un petit peu, je ne vais pas rentrer dans trop théorique, mais certaines méthodes sont intéressantes à aborder, et notamment ces 4 méthodes-là. Ne vous inquiétez pas, je vais passer assez rapidement sur ces slides, vous aurez la slide dans tous les cas, donc vous pourrez voir, mais je vais cibler chaque méthode avec une slide directement, ça sera plus simple pour vous. Donc, 4 méthodes, le copywriting, l'approche comportementale, l'AIDA et le ROPO. Donc, on va commencer par aborder le copywriting. Le copywriting, ce joli terme britannique, encore une fois. En fait, ça pourrait se définir tout simplement par l'art de manier les mots pour délivrer un message promotionnel ou parfois purement publicitaire. Ça, c'est la définition voilà, que je vous ai lue. En tout cas, il s'agit vraiment d'une technique de rédaction de messages que vous allez axer sur votre vente, sur vos produits ou sur la promotion de vos produits ou d'un projet. En fait, du copywriting, aujourd'hui, on en a quasiment partout parce qu'encore une fois, grâce à l'essor des réseaux sociaux, tous les posts que vous avez sur Instagram, les posts que vous avez sur Facebook, tout ça, c'est du copywriting. Ce que vous voyez dans la rue qui est affiché, c'est du copywriting aussi. C'est une pub, voilà. L'objectif, c'est de séduire. C'est l'art de séduire et de persuader avec les mots. Et donc, pour ça, ça demande un certain talent d'écriture ou d'orateur, si vous êtes plus à l'aise à l'oral, mais surtout une parfaite, encore une fois, connaissance du public auquel vous vous adressez. Parce qu'en effet, quand on parle de publicité, une publicité marche quand on sait exactement à la cible à laquelle on s'adresse et on a réussi à la cerner à tel point qu'on sait que chaque mot utilisé va la toucher. Et donc, appliqué à la vente domicile, c'est un modèle de communication dont il est possible de s'inspirer pour communiquer avec ses clients et ses prospects, notamment sur les réseaux sociaux, par email ou verbalement. Alors, comment apprendre le copywriting? Quelques points que je vous ai sortis. Déjà, il y a la lecture de livres. La lecture de livres, ça m'a fait sursauter. Principalement sur, j'ai eu peur, principalement des livres spécialisés aussi justement sur le copywriting. Après, si vous n'avez pas forcément le temps de lire des livres sur le copywriting, vous avez la possibilité de voir ça sur des blogs et des rédactions sur des sites internet ou des emailing. Et là, c'est un très bon moyen de vous préparer vous-même en réalisant votre blog, en travaillant sur un blog par exemple, de traiter des sujets plus précis. Contrairement à un livre où tout est regroupé dans le livre, il peut y avoir du contenu sur des sujets précis et différents sur les blogs. Donc ça, c'est une bonne manière de s'exercer. C'est plus facile aussi à lire quand vous lisez plutôt des blogs, des conversations ou des emailings. Voilà, vous lisez plutôt ça, c'est moins long qu'un livre, c'est moins fastidieux. Donc c'est pas très compliqué à lire. Et enfin, pour vous entraîner, vous pouvez aussi vous étudier justement ces mails, plus facilement analyser le copywriting et justement voir quelle est la plume, qu'est-ce qui a voulu dire l'auteur de ce blog. Et plus vous essayez de l'analyser, plus vous allez comprendre. On analyse aussi des pages de vente. Alors du coup, là, quand on parle des pages de vente, ben, c'est des pages standards finalement où vous voyez des produits qui sont disposés. Et le copywriting, là, il va avoir une importance énorme parce que ça va vraiment vous permettre, vous, de vraiment d'analyser, le comprendre. Vous allez pouvoir voir quelles sont les connaissances dont vous allez avoir besoin d'acquérir, quelles sont les techniques utilisées. Excuse-moi, Oui. on ne va pas le slide entier. Ah voilà, ça c'est mieux. Merci. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça. Est-ce que là, tu me redis, Sonia, si ça a bugué ou pas? Oui, c'est encore un quart qui est fermé. Voilà, ça c'est mieux.
Donc l'analyse, voilà, ce que je vous disais sur étudier ces pages web qui peuvent vous voir la disposition des produits, quels sont les mots qui sont utilisés, quelle est la largeur, la longueur du texte, la taille, parce que aussi il ne faut pas oublier que, et notamment à cause des réseaux sociaux, plus c'est long, moins c'est lu. Donc en tout cas, quand vous postez ou quand vous allez chercher à rédiger, le copywriting maintenant se veut de plus en plus court et efficace. Donc là, la sélection des mots, et on parlait des mots-clés, elle est hyper importante. Après, vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de travailler avec des professionnels, parce que maintenant, il existe vraiment beaucoup de professionnels du copywriting, parce que c'est un élément à part entière du marketing et de la vente. Et enfin, le dernier point, c'est l'écriture. La meilleure manière d'apprendre, c'est de vous entraîner à écrire, que ce soit des longs textes, des petits textes. Ciblez ce que vous allez vouloir écrire. Dites-vous, OK, ça, je veux écrire un copywriting, donc une partie de texte sur ce produit-là, parce que je souhaite publier un post Instagram, un post Facebook. Il me faut une certaine quantité de caractères, parce que je sais que si j'en écris trop, ça ne va pas forcément être lu jusqu'au bout. Il me faut certains caractères, parce que je veux des mots-clés. Tout ça, vous allez vous le noter et vous allez vous dire, OK, je vais travailler sur ces points-là et je vais pouvoir faire lire ce copywriting quand je pense qu'il est prêt à, par exemple, mon entourage et voilà, et dire quel est le message clé qui ressort, qu'est-ce que tu comprends dans mon copywriting, est-ce que tu trouves que c'est assez impactant. Et comme ça, vous allez pouvoir améliorer. Et donc, voilà une méthode d'appui qui est très intéressante. Le copywriting, ça fait partie vraiment maintenant des modes de vente et de marketing qui est très utilisé. Je continue avec l'approche comportementale. Ça paraît un petit peu, voire très scientifique, mais finalement, l'approche comportementale, elle se base sur certains points, les 7 petits mots-clés que vous voyez là, à travers ce joli défilé. En fait, ça concerne des sujets qui sont assez nombreux dans notre cas, mais en fait, c'est surtout les 8 grands mots pour caractériser une approche, pour caractériser un comportement, et quels sont les mots-clés justement auxquels il faut s'attarder pour vraiment avoir la meilleure approche. C'est pour ça que dans le terme approche, c'est important. On a notamment l'émotion, qui est le premier point. En fait, l'émotion, on va dire qu'il y a beaucoup de décisions, et vous le savez, hein, parce que je l'ai vu dans les commentaires, vous l'avez compris, ça va beaucoup de décisions qui vont se prendre de manière émotionnelle, qui sont basées sur un sentiment ou un besoin qui d'un coup va échapper à la personne et qui va se dire je casse mes barrières et c'est une pensée logique pour moi, je suis capté par l'émotion, ce produit m'a touché, je l'achète. Et donc cette clé, c'est ce qui va vous permettre de toucher vraiment le client. Et c'est ça, dans l'approche comportementale, ces mots-clés que vous devrez garder en tête. Je vous conseille justement de réutiliser la slide et de vous les garder régulièrement en tête. Le deuxième point, ça va être la justification. Séduit, le client, tout d'un coup, il éprouve la nécessité de justifier son choix de manière rationnelle. Il va se baser sur des critères de qualité, de service, de prix, de confiance. Et donc, essentiel pour vous à ce moment-là de délivrer une information claire, c'est-à-dire des détails, de rassurer sur le produit, sur le service ou sur le concept que vous souhaitez promouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, si cette personne va venir vraiment d'un coup avec cette nécessité d'avoir besoin de se justifier pour l'achat du produit, vous allez pouvoir lui la rassurer en lui disant, mais voilà, ce produit, vous inquiétez pas, c'est un produit qui a été testé par exemple en laboratoire, dans le cas des produits Faberlic souvent. Le service qu'on propose avec ce produit-là, c'est que vous pouvez avoir une offre spéciale de cette crème avec cette crème aussi qui a cette spécificité-là. Ben voilà, après, ça sera à vous de justifier, mais en tout cas, vous allez avoir à faire à la justification parfois face à vous. L'ego. L'ego, c'est le troisième point. C'est la manière dont le message doit être formulé pour répondre à la question essentielle, quel avantage y a-t-il pour moi? Face à vous, vous allez avoir des personnes qui vont se dire, mais quel avantage y a-t-il pour moi de consommer ce produit-là? Quel avantage y a-t-il pour moi d'acheter ce produit-là? Je peux l'acheter en pharmacie, je peux l'acheter ailleurs. Et là, vous devrez donc démontrer ce que vous proposez, comment vous le proposez, comment ça répond mieux aux besoins de votre client. Vous dire à ce moment-là, bah, écoutez, oui, c'est vrai, vous pouvez l'acheter en pharmacie. Mais par exemple, cette crème, elle a la double impact, elle traite la psoriasis, et en même temps, il y a le côté aloe vera qui va naturellement cicatriser la peau. Et en plus de ça, je vous propose ce produit-là d'une manière quand même beaucoup plus facile d'accès et beaucoup moins cher qu'en magasin, par exemple. Ça pourrait être des choses, après à vous de jurer votre argument. La valeur, justement, pour en parler, ça ne présente pas forcément tout le temps le prix. En fait, la valeur dans cette approche comportementale, c'est plutôt le plus. Qu'est-ce qui va faire apparaître le prix moins élevé, mais votre offre plus attractive que celle d'un produit équivalent, justement. J'ai cité l'exemple juste avant. Et plus cette valeur semble supérieure au prix, c'est-à-dire que là, ils vont complètement oublier le prix parce qu'ils vont se dire, mais mon Dieu, ce produit, il a tellement d'avantages.
Et le prix, j'y pense même plus. Ça, c'est nous arrivé déjà à nous aussi parfois, quand on se laisse avoir dans l'émotion, justement, c'est hop, on se laisse avoir par la valeur du produit. Et en ce qui concerne Faberlic, les produits ont beaucoup de valeur. Et c'est vraiment un gros atout par rapport à la société. Les interactions sociales, c'est l'autre point. Parfois, face à un choix ou à une incertitude, il est vraiment nécessaire à ce moment-là d'apporter l'expérience concrète, soit d'autres acheteurs, soit d'autres personnes, d'autres utilisateurs que vous avez rencontrés ou vous avez pu échanger, soit votre expérience à vous. Ça va rentrer dans les interactions sociales. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir ramener vraiment votre interlocuteur en lui disant, mais voilà, c'est rationnel finalement. Tu vois, ces personnes-là, elles l'ont testé. C'est une étude qui est prouvée. Moi, non, mais là, dans mon cercle d'amis, j'ai quand même toute ma famille qui utilise ce produit-là. Moi, personnellement, j'ai toute la gamme One Week Miracle. Voilà, c'est ces interactions sociales. Vous allez encore plus approcher le comportement du client. L'avant-dernier point, c'est le plaisir. Il faut bien entendu toujours déjà se faire plaisir et toujours favoriser l'expérience client. Au lieu de vendre, rappelez-vous que vous répondez à un besoin, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant vraiment les aspects exclusifs et pratiques du produit. Ça va encourager en fait l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience sensorielle du client. Et dans une réunion à domicile, c'est notamment ça qui fait beaucoup l'avantage. La personne va pouvoir sentir, toucher, voir, entendre. Elle fait vraiment appel à tous ses sens. Et en marketing, l'expérience le marketing sensoriel, notamment pour les parfums ou les crèmes, c'est quelque chose qui va directement toucher le cœur du client. Enfin, on a la confiance. La confiance, c'est donc de façon plus ou moins consciente, justement. La confiance envers un produit, un service ou un concept, ça passe d'abord par une recherche de preuves, de témoignages. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit avant, si vous amenez, vous, en tant que principal vendeur, mais aussi en tant que principal utilisateur de ces produits, vous allez prouver que voilà, c'est quelque chose de tangible. Vous allez prouver des résultats d'enquête. C'est 9 femmes sur 10 qui utilisent cette crème et qui n'ont plus aucun problème de peau, par exemple. Ces personnes-là, en fait, dans la confiance, elles ont besoin un peu d'avoir l'aval d'une autorité, de quelque chose de rationnel qui va leur dire, OK, mais j'ai tellement de choix sur le marché aujourd'hui, moi j'ai besoin de quelque chose de tangible, des tests, des données scientifiques. Et là, parfait, vous arrivez avec l'argument en disant, on travaille avec Biosi. Biosi, ça a toutes ces vertus-là, par exemple. On travaille avec des laboratoires spécialisés chez Faberlic. Il y a une équipe de chercheurs qui est monstrueuse. On a des récompenses. Voilà, là, vous amenez tous ces arguments. D'où le fait de devoir connaître la société aussi. Donc voilà pour l'approche comportementale. Et c'est notamment ces 7 points que vous devrez garder en tête et que vous devez en fait assimiler régulièrement autour de vos échanges et avec les clients. L'avant-dernier point, c'est la méthode d'appui AIDA. AIDA, elle est très bien résumée sur cette pyramide inversée. On a notamment, en fait, c'est une méthode de marketing qui vient d'un publicitaire américain, pour la petite histoire, et qui a posé en 1800 les bases de ce modèle en se disant, voilà, AIDA, l'acronyme, ça reste l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. C'est tout ce qui va vous permettre de vraiment aller chercher, encore une fois, les émotions chez le client. En fait, ce modèle, il matérialise les 4 étapes essentielles par lesquelles un consommateur passe pour effectuer son achat. Chaque étape, elle intervient chronologiquement, c'est pour ça qu'on est sur une pyramide inversée. Elle se suit après la précédente. Par exemple, si l'attention, elle n'est pas captée, vous n'avez aucune chance de susciter un quelconque intérêt et encore moins la possibilité de prouver un désir. Donc AIDA, finalement, ça offre un cadre pour construire un tunnel de conversion, élaborer un parcours client complet. Et ce processus, il va être essentiel pour engager un client dans son acte d'achat. Ces 4 lettres qui sont faciles à retenir, que vous pourrez réutiliser, AIDA, attention, intérêt, désir, action. Alors, comment l'utiliser? L'attention, déjà, quand on parle d'attention, c'est posséder le meilleur produit, le service parfois ne suffit pas par rapport à une grosse concurrence. Les offres sur le marché sont énormes, pléthoriques, comme on dit. La concurrence, elle est assez intense. Bon, c'est ce qui est un peu le cas aussi avec pas mal d'autres sociétés sur le marché. Et donc, c'est pas facile de se faire entendre, de se faire voir, de parfois d'exister sur les réseaux sociaux ou avec des personnes qui ont déjà été contactées. Vous avez du mal à avoir ces prospects froids. Et bien, à ce moment-là, on va attirer l'attention d'un consommateur avec un message particulier, la publicité, l'offre de vos produits. Et en fait, c'est pas simplement entrouvrir la porte, il s'agit vraiment d'ouvrir en grand la porte. Concrètement, il faut utiliser des images fortes, des accroches, des phrases suffisantes pour attirer le regard de votre cible et attirer son attention. Par exemple, pour une publicité, une image choc va tout de suite attirer le regard, va tout de suite attirer l'attention des personnes. Des couleurs flashy, quand vous faites une publicité sur Instagram, ça va vous permettre
de directement attirer l'œil. Ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence, surprendre en sortant du contenu différent du contexte habituel. Encore une fois, je pense aux réseaux sociaux. Si vous sortez un post original, il aura beaucoup plus d'impact que sur la majorité des posts que vous publiez régulièrement et qui sont fréquemment les mêmes. Et aussi, pensez-y souvent, c'est important de le faire, mettez une dose d'humour. Finalement, l'humour, c'est aussi un très bon moyen de capter l'attention de ces nouveaux clients. Le deuxième point, c'est l'intérêt. Alors, une fois qu'on a capté l'attention, le plus complexe finalement reste à venir, c'est la cible qui s'est arrêtée sur le message. Maintenant, le challenge, c'est de convaincre ses clients et ses prospects à consacrer un peu de leur précieux temps, parce que vous savez que maintenant, les clients n'ont pas de temps. Il faut les convaincre d'aller plus loin. Et pour ça, ce qui revient, c'est le fait de créer une connexion avec un message, un besoin, une motivation particulièrement visée par rapport à votre client. Il faut donc engager sa cible. Donc le terme intérêt, engager sa cible. Donc en matière de communication, la forme et le fond, ça prend beaucoup sur cette étape. C'est-à-dire que les informations doivent être quand même assez simples, lisibles, compréhensibles, mais aussi originales. Par exemple, la connaissance finale de sa cible, au préalable du coup des moments où vous allez pouvoir échanger avec vos clients, elle va vous permettre d'accéder à différents leviers et notamment de vous dire, OK, cette cible-là, j'ai tellement étudié, je l'attribue à ce qu'on appelle des personas. Les personas en marketing, je vais vous faire très bref, les personas, vous pourrez trouver un autre terme. En gros, c'est exactement comment vous ciblez votre client. Vous vous dites, ben, ce persona-là, c'est une personne qui a 35 ans, sportive, qui vit en couple, qui ne veut pas avoir d'enfant et qui a un chien. Vous avez ce persona-là. Et les personas, vous pouvez ensuite les travailler, c'est lié à vos fiches clients, et vous dire, OK, ben, l'intérêt, ça va être de présenter les principales caractéristiques de mon offre, de mes produits, directement en fonction de ces besoins, de ces personas que j'ai établis. Vous allez pouvoir raconter une histoire. On parle de storytelling beaucoup maintenant, c'est-à-dire l'histoire qui tourne autour des produits. Par chance, Faberlic propose beaucoup d'histoires autour des produits. Il faut vraiment savoir l'utiliser. Les produits comme des parfums, comme j'ai souvent le plaisir de les raconter lorsque je vous fais la présentation des catalogues, si je vous le fais aussi, c'est parce que justement, cet aspect storytelling, il va vous démarquer de la concurrence. L'histoire d'un produit maintenant fait parfois 50 à 60% de l'achat parce que vous avez capté l'intérêt de la personne, vous avez personnalisé le produit, vous savez que cette personne-là, elle est par exemple intéressée sur l'histoire de France ou sur l'histoire des parfumeurs français, ben voilà, vous avez des parfumeurs français, enfin, vous pouvez présenter parfois des parfumeurs français qui sont les plus connus du milieu. Et les derniers points, ce sont désir et action. Désir, du coup, c'est l'intérêt qui est donc éveillé, ça y est, l'objectif, c'est de passer au niveau supérieur, encore une fois, step by step, et là, vous allez rendre l'offre irrésistible aux yeux de la cible. Donc, vous allez encore plus développer l'envie de posséder le produit, de l'utiliser, de vivre une expérience que vous avez développée devant lui. C'est l'étape ultime avant la vente. Autrement dit, c'est ce dernier levier. Vous allez vraiment démontrer comment l'offre du produit, comment votre produit va résoudre le problème. Comme on en parlait juste avant, donc vous avez captivé l'intérêt avec l'histoire du produit. Donc la personne, vous voyez que voilà, elle a réussi à capter son attention, elle vous accorde du temps, vous avez son intérêt, parce que elle aime l'histoire du produit, elle aime l'histoire de la société peut-être. Et là, vous vous dites, c'est le moment, cette crème-là, je sors toutes les caractéristiques qui sont pour moi importantes et qui vont lui dire, OK, j'en ai besoin, j'en ai absolument besoin. Vous appuyez donc sur les bénéfices du produit, vous jouez sur les émotions qu'il peut ressentir. J'ai des problèmes de peau. Ah voilà, c'est la crème idéale. J'ai des problèmes de pellicule. Et ce shampoing-là, il traite les pellicules. Et en plus, regardez, sentez ce shampoing-là. Vous avez vu à quel point quand même vous allez pouvoir garder un sillage d'une odeur boisée fantastique. Voilà, en fait, vous allez finalement, dans le désir, mettre en miroir la situation de l'avant-après l'acquisition du produit. Et la personne va se dire, OK, mais pour moi, ce n'est que du bénéfice. J'achète forcément ce produit. Et là, on touche encore une fois l'émotion. Et le dernier point, bien entendu, c'est l'action. Et là, c'est la phase ultime et essentielle. Je n'ai même pas besoin de vous la présenter. C'est après avoir guidé le client potentiel tout au long du chemin que vous avez balisé, que vous avez vraiment mis en place. L'objectif de cette dernière phase, c'est de déclencher la vente, ou finalement l'action que vous attendez le plus. Ce qu'on appelle le call to action, c'est transformer le désir en une action d'achat. Et donc là, c'est très utilisé souvent dans le domaine digital. C'est vraiment ce qu'on appelle la conversion. Vous transformez un prospect en un client. Et là, vous jouez à la limite sur certains points, si vous sentez que vous pouvez encore pousser sur la rareté. Vous dites, voilà, cette gamme, actuellement, il ne m'en reste plus beaucoup. Il ne me reste que 3 produits. Mais si vous voulez, voilà, je peux vous faire vraiment un prix sur ces 3 produits-là. C'est un stock limité.
c'est une gamme à part entière. Là, c'est une offre de dernière minute. Avec les catalogues Faberlic, vous appuyez sur différentes offres spéciales. Parfait, l'offre d'achat de ces deux produits, mais vous avez besoin de ces deux produits. Je vous l'ai prouvé juste avant. Eh bien, cette offre de dernière minute vous permet d'acheter ces deux produits. L'exceptionnel, les prix très attractifs. Cette promotion, vous pourrez l'avoir que cette semaine. Vous ne pourrez pas l'avoir la semaine prochaine. Vous avez ce cadeau, ce bonus si vous entrez dans ma structure. Ça, c'est par exemple des exemples. Néanmoins, donc après avoir présenté ce modèle AIDA, il y a quand même quelques limites que je vous dois d'aborder. En réalité, dans le processus d'achat, ça va être difficile parfois de marquer autant les étapes. Donc, il faudra les garder en tête, mais il ne faudra pas vous arrêter sur chaque étape en vous disant je n'ai pas réussi à atteindre l'attention. Il faudra savoir rebondir. Ça, c'est juste le point par rapport au fait que ça soit quand même assez structuré. Et la limite, c'est aussi que parfois, vous pouvez rajouter des acronymes. On parlait d'AIDA, on a aussi l'existence de AIDCAS, où là, on rajoute la confiance et la satisfaction. Donc la confiance, ça vient se rajouter après le désir. Quand vous voyez que le désir ne suffit pas, vous allez pouvoir mettre en place une relation de confiance et prendre le temps de développer, par exemple, une relation si vous savez qu'elle n'allait pas avoir d'acte d'achat, par exemple. La satisfaction, ça pourrait être, par exemple, le fait que le suivi client il se mette bien en place, que vous n'arrêtez pas à une première transaction, qu'il y ait plusieurs commandes, après sur les réseaux sociaux ou autres. Donc voilà, c'est un modèle qui marche quand même très bien, qui est prouvé aussi très captivant pour l'aspect communication. Et le dernier point, c'est le repos, on va dire, c'est un terme encore anglais, qui signifie en fait research online and buy offline. Autrement dit, acheter en ligne et trouver en ligne et acheter en ligne. En fait, ce n'est pas vraiment du coup le concept pur de Faberlic, mais s'il nous intéresse, c'est parce qu'en fait, on parle surtout d'un processus qui consiste à s'informer sur le produit d'abord, en général en ligne, ou par votre intermédiaire maintenant, pour ensuite l'acheter à un moment donné où la personne se sent plus proche du produit, se sent plus prête à acheter, et souvent d'une manière assez physique. C'est-à-dire que, par exemple, des personnes qui connaissent Faberlic, qui vont avoir pu avoir accès au site Faberlic, mais qui vont se dire, en fait, il manque le petit déclic pour que j'achète le produit, je vais participer à une réunion à domicile, je vais être complètement convaincu et je vais pouvoir acheter le produit. Donc en fait, on ne va pas se baser exactement sur la définition rechercher en ligne, acheter en ligne, on va plutôt l'adapter au modèle de vente directe. Parce qu'en fait, c'est plutôt pour appuyer sur le fait que ce soit une stratégie cross-canal finalement. C'est-à-dire que vous allez autant bénéficier de la présence physique que de la présence en ligne. Et c'est pour ça qu'on parle de multicanal ou de cross-canal, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pour vous montrer que les méthodes que vous devez utiliser doivent être autant en physique qu'en ligne, parce que vous allez pouvoir équilibrer comme ça vos ventes et vous permettre d'augmenter notamment vos commandes. Donc voilà pour cette méthode. Enfin, un point assez rapide, mais que je me dois quand même d'aborder, c'est la performance que vous devez passer par la formation. En fait, c'est vrai que je ne vous l'apprends pas, on se perfectionne régulièrement. Et c'est une notion qui est quand même importante que je dois aborder. Il faut continuellement se former pour pouvoir performer. Je vous parlais des livres, là je vous ai mis 2 œuvres qui sont vraiment sur le travail du marketing relationnel. Donc Eric Ware, lui, c'est vraiment l'important d'adopter le bon état d'esprit pour se former et réussir des bons démarrages dans les 30 premiers jours de son activité en vente directe. Don Failla, lui, c'est plutôt dans 45 secondes qui changeront votre vie. C'est une œuvre que je propose de lire aussi, qui explique l'importance d'accompagner ses collaborateurs et comment leur permettre de progresser rapidement. Donc ça, c'est 2 œuvres qui sont particulièrement intéressantes pour la vente directe, le MLM, que je vous conseille de lire si vous souhaitez lire et si vous aimez bien lire. Et après, bien entendu, comment ne pas vous parler de formation si je ne vous parle pas de aussi ce qu'on met en place chez Faberlic. Je vous rappelle que parfois, donc voilà, on a des outils qu'on arrive à mettre en place comme ce soir, des sessions de formation. Là, on est sur la 3e formation, bientôt la 4e qui sera sur les outils, mais ça, il faut le dire à personne. Et on a aussi les supports vidéo PDF qu'on transmet particulièrement à travers le Drive via YouTube. La plateforme YouTube Faberlic est très dotée de nombreuses choses. Les présentations des produits que l'on réalise ou encore les événements où parfois, donc voilà, les événements qu'on réalise, on fait intervenir des spécialistes, des conférenciers où on va vous permettre de vous former sur divers sujets.
Après, la possibilité, c'est les deux autres possibilités donc vous voyez sur la droite, c'est la possibilité déjà de vous former vous-même. Et ça, je sais que certains d'entre vous le font déjà, certains d'entre vous n'ont même pas besoin que je vous le dise. Mais voilà, il existe des vidéos YouTube qui peuvent vous aider par rapport au fait de performer en tant que vendeur dans la vente directe. Il y a beaucoup de blogs différents, des conversations aussi, des messageries à adopter vraiment aux soucis que vous pouvez avoir, des conférences et des interviews qui sont disponibles en ligne que vous pouvez lire. Mais ça, bien entendu, c'est en prenant conscience qu'il faut aussi passer par son parrain ou sa marraine pour se former, parce qu'eux aussi proposent des outils, vos leaders proposent des outils. Vous, quand vous serez leader, vous pourrez, ou si vous l'êtes déjà, vous proposez déjà des outils. Donc la formation, vraiment, c'est un ensemble, en fait. Voilà, il ne faut pas hésiter à parler avec son parrain, sa marraine, surtout sur des nouveaux consultants, parce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place par vous, par vos équipes, vos structures, et c'est déjà très bien. Et voilà, moi, j'essaie de vous apporter un petit plus, comme je dis souvent. La dernière étape, c'est là la résumé finalement. Qu'est-ce qu'un bon vendeur VDI, hein, un bon vendeur VDI, pardon, c'est sept compétences clés. Déjà le premier point, c'est regroupé par la compétence. La compétence, c'est le signe incontestable que le vendeur possède une maîtrise du produit, du marché sur lequel il est positionné et des besoins qu'il a réussi à analyser. Donc ça, c'est vraiment pour vous faire une synthèse. On l'a donc abordé dans la précédente formation, on l'a abordé dans le début de la formation. C'est à travers ça que vous aurez ce que vous souhaitez, donc l'achat final. Et ça implique donc de vraiment pouvoir cerner ses motivations, ses clients potentiels, leurs besoins, leurs freins d'achat, comme on l'a dit. Le deuxième point, c'est l'enthousiasme. La passion. En fait, finalement, une parfaite connaissance du produit, ça ne suffit pas toujours parce qu'avant même d'utiliser ces connaissances-là, il faut déjà faire force, être force de persuasion, il faut être nous-mêmes le vendeur, l'ambassadeur des produits. Et donc l'enthousiasme, c'est le moteur essentiel. C'est ce qui prouve avec votre motivation que c'est vous qui allez franchir les étapes, guider vos ventes, guider vos structures, guider votre recrutement, perfectionner vos discours, vos performances. Enfin voilà, tout démarre par l'enthousiasme, le fait de ne pas se laisser abattre. Le troisième point, c'est l'honnêteté et l'intégrité. En fait, ça ne s'oppose pas au terme commercial parce que finalement, on a tendance à se dire un commercial, c'est jamais honnête. Ben non, justement. Bien au contraire, l'acquisition, la fidélisation d'une clientèle, ça passe, comme on l'a dit plus tôt, par la construction d'une vraie relation de confiance, pour le fait de convaincre le vendeur qu'il n'a pas besoin, en fait, que vous n'avez pas besoin de baratiner ou de mentir ou d'en faire des caisses. Si vous avez ciblé tous vos messages clés, vos mots-clés, et si vous savez de quoi vous parlez et que vous avez utilisé les produits, ben ça suffira, vous êtes honnête et les personnes vont le ressentir. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de vraiment convaincre un client et de le faire vraiment changer d'avis. C'est cette honnêteté que vous avez. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Vous n'êtes pas un vendeur d'une société qui va proposer une solution digitale à 10 000 euros. Vous êtes plutôt là pour être principal ambassadeur de la société et des produits. Et c'est ça qui fait la force aussi de ce milieu. Quatrième point, c'est l'empathie liée à la pédagogie et l'écoute. On sait même pas important de revenir sur le fait qu'un vendeur doit déjà attirer la sympathie et être souriant, on l'a dit juste avant. Mais c'est vrai que par définition, l'empathie, c'est vraiment la faculté psychologique mentale de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Et ça, pour comprendre le marketing et le côté commercial, c'est essentiel. Il faut faire preuve d'empathie pour se dire, OK, ben, je comprends les craintes, je comprends les hésitations de mon client, je suis capable de les entendre, je vais pouvoir réfléchir et y répondre convenablement. Je ne vais pas réagir à chaud, je ne vais pas me baser sur ce qu'il a dit il y a une heure, je ne vais pas ne pas l'écouter. Il faut vraiment faire preuve de pédagogie, écouter les arguments et les explications. Pensez à placer vos clients parfois avant vous-même. Ça rejoint un peu ce point-là aussi, le point essentiel de la réussite dans la vente directe. C'est la capacité dans son portefeuille client à se dire je comprends très bien, je me mets à la place du client, je comprends très bien ce qu'il a besoin. Le cinquième point, c'est le sang-froid et la patience. Alors, au terme de beaucoup d'échanges, d'intérêts, de présentations, c'est possible parfois que le client ne passe pas à l'acte, que vous ne vendiez pas. Vous le savez aussi, finalement, quand vous engagez, ça fait partie vraiment du fait que ça ne se vende pas, que vous n'avez pas autant de commandes. Je ne vous le souhaite pas et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour vous, mais parfois, certains consultants qui viennent de démarrer se laissent directement en fait, abattre par cela. Et ils manquent de patience, ils manquent de sang-froid, et en d'autres termes, ils se disent qu'ils ne sont pas réussi à convaincre, qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas là au bon moment. Et bien justement, il faut garder son sang-froid, il faut garder sa patience, il faut se dire que c'est le moment de faire preuve d'un petit peu de suivi client, justement, de prendre le temps d'utiliser des méthodes pour franchir les étapes
en prenant un petit peu plus de temps. Voilà. Il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment pouvoir, pour chouchouter un client, de toute façon, il faut quand même prendre le temps par rapport à tout ce que je vous ai dit, de vraiment l'analyser. Donc, c'est une forme de patience importante. Enfin, le sixième et avant-dernier point, c'est la persévérance, qui est liée donc au point d'avant, hein, parce que même si on échoue parfois, il faut persévérer. Et l'optimisme. Il faut sans cesse être tenace, il faut recommencer, il faut persévérer. Ça, ce sont vos meilleurs alliés pour que vous gardiez une vision positive et optimiste de votre activité. Un vendeur qui redoute l'échec, il va finir par se décourager très rapidement, il va même peut-être abandonner, alors qu'il n'a même pas peut-être à réussir les premières étapes et les objectifs qui s'étaient justement fixés en peu de temps, ou alors justement parce qu'il ne s'est pas fixé d'objectifs. Donc ce point rejoint principalement la motivation et l'enthousiasme, parce que la persévérance, c'est le maître mot pour arriver à ses fins, en particulier dans notre milieu. Et le dernier point, c'est le sens de l'organisation, parce que si on arrive sans organisation, ça signifie va avoir des retards, qu'on va avoir des oublis, de la confusion qui peuvent vraiment nuire à votre image, à votre crédibilité. Et c'est pour ça que organisation et planification sont les maîtres mots. La confiance que vous allez susciter sera par le fait que vous ayez des gestions de rendez-vous qui sont calibrées, des livraisons, des dates de livraison que vous avez en tête, écrites, des fiches clients remplies et vraiment perspicaces, des commandes que vous avez réussi à suivre, du suivi client que vous arrivez à vous fixer facilement. Voilà, tout ça, ça rejoint la première partie qui est sur l'organisation et la planification que je vous avais dit. Mais voilà, ça c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent parfois que voilà, elles peuvent passer sur une organisation assez souple, mais malgré tout, il faut quand même se mettre un fil conducteur et adapter vraiment son emploi du temps, tout ça pour réussir. Donc voilà pour les grandes étapes pour être un très bon vendeur, voire le meilleur vendeur. Et comme je vous l'avais dit sur la conversation Telegram, c'est vrai que lorsque j'ai proposé les deux sujets, on était vraiment presque au coude à coude avec la deuxième formation qui concernera les outils d'aide à la vente. C'est pour ça que dans cette formation que je viens de vous faire, il y a des outils où je suis passé en surface, comme la partie digitale notamment. En tout cas, voilà, vous gardez en tête qu'il y a beaucoup de points qui se sont appliqués à l'un de vos outils principaux, qui est la réunion à domicile, notamment les réunions à domicile que vous pouvez recommencer à faire maintenant, fait du Covid qui se calme. Et donc voilà, avec quelques points comme je vous ai cités, organiser, planifier, entraîner avec rigueur, créer des fichiers hôtes et hôtesses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain sujet qu'on abordera, vu comme ça vous a plu, ça sera les outils d'aide à la vente. Et croyez-moi, on aura de belles choses à aborder. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que j'ai été très clair et efficace à vos yeux et que je vous ai apporté de belles choses. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Merci énormément. Vous voulez savoir, aujourd'hui, Thomas, elle m'a appelé, il m'a dit, bah, tu sais, ce soir, je vais faire une formation, mais ça va être léger, ça va pas être beaucoup d'informations, on va plutôt échanger et tout ça. Mais aujourd'hui, on est déjà 22h33. Donc, Ouais, je suis désolé, mais oui, beaucoup de non, choses. c'est pas désolé, c'est juste un peu rigolo. Mais en tout cas, merci beaucoup, Thomas, c'est très enrichissante cette formation. Et merci beaucoup à vous tous qui ont resté jusqu'à la fin. J'espère que ces outils vont être utiles pour vous. Thomas est passionné, c'est vrai, Thomas est passionné. Ouais, Il sait de quoi elle parle. C'est un commercial, hein. Oui, donc merci beaucoup pour ce Zoom, Thomas. Vraiment, c'était moi, j'ai écouté et j'étais impressionnée. Je vois qu'il y a beaucoup d'informations utiles. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop d'informations. Je vous l'ai dit en plus dans la présentation, il ne faut pas mettre trop d'informations. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de vous donner les outils, les armes pour que vous ayez beaucoup de choses en tête. Et c'est pour ça que peut-être à chaud, ça va faire beaucoup, mais le replay, vous pourrez le garder, le re-regarder et vous pourrez capter d'autres informations. Et ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà. Oui, exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer votre micro pour les poser. J'espère que je vais pouvoir répondre. Mais en tout cas, la formation était super. Et si vous avez des questions par rapport à la formation, n'hésitez pas à les poser ces questions-là dans le groupe de formation. Et aujourd'hui, Thomas, il a voulu vous annoncer aussi une nouvelle
un nouveau chat Ouais. qu'on va ouvrir sur Alors, exactement. Telegram. En Oui, fait, donc je te on s'est laisse rendu parler. compte, pardon, excuse-moi, Sonia. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, on s'est rendu compte, bon, ben, au vu de la situation actuelle, qu'il y avait beaucoup de questions et beaucoup de difficultés pour avoir des réponses. Du coup, ce qu'on s'est dit d'un commun accord avec Sonia, c'est qu'on allait juste créer un canal Telegram supplémentaire pour qu'on décharge un petit peu le canal de New Level et le canal formation qui ne sont pas dédiés à recevoir toutes ces questions et que vous puissiez directement échanger ou poser vos questions sur ce canal-là. Mais on précise tous les deux avec Sonia que rappelez-vous que vous devez d'abord au préalable vraiment toutes ces questions les poser à votre structure, n'est-ce pas Sonia, à vos parrains et Oui, s'il marraines. vous plaît, d'abord à vos supérieurs, à votre marraine, votre parent. Et après, n'hésitez pas aussi à utiliser le service SAV, service après-vente. Et sinon, on a ouvert ce chat, c'est un chat parce que vous pouvez Ouais. poser vos questions, vous pouvez échanger, vous pouvez vous aider. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose pour qu'on puisse échanger. Le Parce lien qu'on a, dans la conversation. donc, Thomas va envoyer le lien et il va envoyer le lien aussi dans le groupe de formation et aussi il va envoyer le lien dans le groupe de Ouais, notre chaîne Faberlic francophone news. exactement. Donc suivez le lien que je viens d'envoyer là. Après, je vous le renverrai de toute façon sur Telegram et vous aurez accès à ce lien. Mais en tout cas, voilà, ça sera vraiment dédié aux échanges et aux questions, surtout sur les sujets d'actualité où il y a beaucoup de questions au jour le jour pour qu'on puisse rester vraiment sur des canaux de conversation adaptés. Oui, c'est vrai. Je vois, il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens qui ont commencé à rejoindre déjà Ouais, le chat. voilà. Donc, écoutez, on reste connecté.